En 2022, la Nouvelle-Orléans, nichée le long du fleuve Mississippi dans l'État de Louisiane, a connu une augmentation drastique de la criminalité violente. Avec 70 homicides pour 100 000 habitants et 482 fusillades au cours de l'année, la ville est en passe d'avoir le taux de meurtre le plus élevé du pays. Les experts ont noté que les taux de criminalité n'avaient pas été aussi mauvais depuis l'ouragan Katrina et, avant cela, les années 1990. Bien que nous ne puissions pas couvrir chaque affaire non résolue de la ville, nous pouvons commencer en mettant en lumière quelques-uns de ces mystères non élucidés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 3 affaires non résolues horribles de la Nouvelle-Orléans. DS Diamond. Le 5 juin 2016, le corps d'une femme a été découvert dans une voiture incendiée au 4400 Fleet Court, à la Nouvelle-Orléans. Son autopsie révéla plus tard qu'elle avait subi une agression et succombé à un traumatisme contondant. DS Diamond était une femme trans de 20 ans qui a grandi dans le Lower 9e Ward avant de déménager à Norcross, en Géorgie, où elle a fréquenté le lycée. Après le passage de l'ouragan Katrina en 2015, elle est retournée à la Nouvelle-Orléans. Et peu de temps avant son meurtre, elle avait commencé à vivre aux appartements Cheno Creek. On a eu de ses nouvelles pour la dernière fois le 4 juin, lorsqu'elle avait emprunté une voiture à sa colocataire pour aller à une fête. Après la mort de DS, les journaux ont rapporté qu'il existait des images de vidéosurveillance montrant un homme s'approchant de la voiture quelques instants avant qu'elle ne prenne feu. On voit ce même individu s'éloigner du véhicule puis revenir à 2 reprises. Lors de l'une de ces occasions, il tenait un récipient d'accélérant. Une source anonyme a déclaré aux journalistes qu'elle avait entendu une explosion vers 4h15 du matin, se réveillant en sursaut pour voir une Toyota Camry noire en flammes sous sa fenêtre. Elle a vite appelé les secours, et c'est seulement après l'extinction de l'incendie qu'un corps a été trouvé sur le siège passager. La mère de DS, Antoinette, a décrit sa fille comme gentille et aimante, avec un grand cœur. Elle avait l'ambition de devenir soit vétérinaire, soit maquilleuse et coiffeuse, et elle ne s'attirait jamais d'ennui. La jeune femme de 20 ans travaillait chez Walmart, où elle était très appréciée de ses collègues et amis. On la considérait non seulement comme une proche compagne, mais aussi comme une leader LGBT, notamment au moment de sa mort. Le prénom de DS était encore son nom de naissance, et, selon une amie et collègue, elle était en pleine transition avant de décéder. Il n'est pas clair si elle prévoyait ou non de changer de nom à l'avenir. Comme son nom de naissance est souvent considéré comme unisexe, Antoinette continuait à parler de son enfant en utilisant des pronoms masculins. S'adressant aux journalistes, elle a suggéré que DS avait peut-être été victime d'un crime haineux, précisant qu'elle savait que la jeune femme de 20 ans était un homme gay se présentant comme femme. Mais elle a également déclaré qu'il y avait certains aspects de sa vie dont nous ne parlions pas. Elle a affirmé que, quelle que soit la façon dont DS vivait sa vie, elle l'aimait tout autant. Malgré le fait que 7 ans se sont écoulés depuis la mort de DS, son affaire reste non résolue et aucune nouvelle information n'a émergé. Ces dernières années, sa mort a été enquêtée comme un homicide et un incendie criminel. Mais l'officier principal de l'information publique du service de police de la Nouvelle-Orléans, Dawn Massey, a noté qu'il n'avait pas encore trouvé d'indication que le meurtre était motivé par l'identité de genre de DS. Les articles de presse sur l'affaire sont rares et il semble que l'enquête est complètement stagnée. Après la mort de DS, Antoinette a organisé une collecte de fonds pour payer les frais d'enterrement, notant qu'elle ne saura peut-être jamais ce qui est arrivé à son enfant. Elle a affirmé être convaincue que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un paiera, déclarant « Même s'ils ne se tiennent jamais devant un juge et un jury, ils se tiendront devant Dieu. » Et sa colère est bien pire que tout ce que l'homme pourrait infliger. Ramona Brown. Le 6 mars 1984, dans le quartier d'Alger, un incendie s'est déclaré dans un immeuble abritant une famille de 12 personnes quelques heures avant que l'incendie ne commence. Aubrey et Johnny May Brown, ainsi que la plupart de leurs 10 enfants, étaient assis ensemble devant la cheminée de la salle à manger. 2 enfants dormaient déjà, tandis que l'adolescente parlait au téléphone avec son petit ami jusqu'à environ 3 heures du matin.
Deux autres enfants, Aubrey Jr., âgé de 4 ans, et Kevin, se sont également endormis sur le canapé du salon. L'incendie de la maison a commencé dans l'une des 3 chambres, plus précisément dans la chambre des filles. Cependant, il n'est toujours pas clair aujourd'hui ce qui l'a provoqué. Les pompiers ont été alertés à 3h05 du matin et un porte-parole a déclaré aux journaux locaux le lendemain que l'incendie était maîtrisé. Environ 30 minutes après avoir reçu l'appel, Aubrey Jr. et Kevin, les plus jeunes enfants qui dormaient sur le canapé, étaient les 2 seuls à ne pas avoir pu échapper aux flammes. Leurs corps ont été découverts par les pompiers après que les flammes aient été éteintes. Leur sœur Simona, qui avait 6 ans à l'époque, s'est souvenue. On entendait que « Maman, papa, aidez-moi s'il vous plaît ». Elle a ajouté que lors de la découverte des corps, Aubrey tenait Kevin dans ses bras. Je pense qu'il tentait de le protéger du feu. Alors que Kevin et Aubrey Jr. avaient été retrouvés, leur sœur de 3 ans, Ramona, restait introuvable. Son corps n'a pas été retrouvé sur les lieux et elle n'était pas non plus avec le reste de la famille. Les enquêteurs ont fouillé les décombres de la maison à 3 reprises avant de consulter une entreprise de pompes funèbres locale pour savoir s'il était possible qu'un corps humain ait pu brûler dans un incendie de maison au point qu'il ne reste que des cendres. Mais les détectives ont vite découvert que ce n'était pas le cas. Ils ont découvert que pour brûler complètement un corps, il aurait fallu une température de 1800 à 2100 degrés, alors qu'un incendie domestique moyen n'atteint que 1400 degrés, et l'incendie aurait dû durer pendant 2,5 heures. De plus, même après tout cela, des os et des fragments seraient restés, et ils auraient été facilement identifiables comme humains. Aucun de ces restes n'a été retrouvé sur les lieux, convaincus que Ramona ne se trouvait pas dans les décombres de la maison familiale. Les autorités se sont alors intéressées au grand caniveau du quartier, dont les barreaux espacés permettaient à un enfant de 3 ans d'y entrer. Ils ont émis l'hypothèse qu'elle avait pu s'enfuir par peur et ils ont décidé d'ouvrir tous les caniveaux pluviaux. Cependant, elle n'a pas été retrouvée. Une semaine plus tard, la police a informé la famille qu'elle allait cesser les recherches pour la fillette, mais à l'insu de la police. Un jour après l'incendie, la petite Simona, 6 ans, avait raconté à sa mère une histoire glaçante. Alors que les enfants se tenaient devant leur maison en flammes, un couple à bord d'une voiture bronze ou marron s'est arrêté et a proposé de surveiller Ramona. La petite a grimpé dans le véhicule et a été emmenée, le couple n'ayant plus jamais été revu. Simona se souvenait que le couple était âgé et interracial et que la voiture était une berline de couleur bronze. Ils ont promis de bien s'occuper de Ramona avant de partir, se rappelait Simona. Une Cadillac couleur bronze vient juste de s'arrêter, un vieil homme noir et une vieille dame blanche proposent de nous aider. Ils vont la surveiller pour nous. J'ai dit « D'accord, cool ». Donc quand Ramona est montée, c'était fini, elle était partie. Simona a expliqué qu'elle ne s'était pas méfiée du couple qui proposait leur aide, car c'était courant dans le quartier à l'époque. Elle n'a rien dit à la police, trop traumatisée par les événements. Je venais de perdre 2 frères et sœurs dans un incendie. J'avais vu les gens sortir 2 sacs mortuaires, c'était tout simplement trop pour moi. Les détectives ont indiqué ne pas avoir envisagé l'enlèvement de Ramona et que la famille ne les avait jamais informés de leurs observations. Simona était la seule à avoir vu sa petite sœur monter dans la voiture cette nuit-là. Mais quelques jours après sa disparition, sa grand-mère, Dorothy, croit avoir eu des nouvelles de Ramona. « Ça fait si longtemps, mais je sais que j'ai l'esprit vif. » Le téléphone a sonné. C'était environ 2 ou 3 jours plus tard. Le téléphone a sonné. J'ai décroché le téléphone et j'ai dit « Allô ?» et quelqu'un a dit « Maman ». J'ai dit « Qui est-ce, Al ?» Il a dit « Al, où es-tu ?» Et je n'ai plus rien entendu. Quelqu'un lui a pris le téléphone. C'était le dernier appel que j'ai reçu. Al était le surnom que la famille donnait à Ramona. Personne ne l'appelait par son nom complet, tandis que Dorothy racontait à sa fille, la mère des enfants, ce coup de fil. Personne n'a signalé l'incident à la police. Johnny May a vu que le couple avait construit leur maison sur le même terrain que l'ancienne, en disant « La raison c'est que si jamais elle décide de revenir à la maison, nous serons là. Je ne déménage pas, je vais rester ici jusqu'à la fin, je vais rester ici. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de rentrer à la maison. » La maison familiale a pris feu 2 autres fois. Le deuxième incendie ayant eu lieu en 1993, heureusement, aucun autre mal n'est arrivé aux enfants. Au moment de la disparition de Ramona, une enquête pour personnes disparues n'a pas été ouverte, bien que la famille ait été informée qu'elle pouvait en ouvrir une si elle le souhaitait. Ce n'est qu'en 2018 que Simona l'a fait. Johnny May est décédé en juin 2019 à l'âge de 67 ans. Mais les frères et sœurs de Ramona la cherchent toujours. Certains d'entre eux ont ajouté leur ADN à des bases de données généalogiques dans l'espoir que Ramona les cherche aussi.
Mais en 2023, il n'y a eu aucune nouvelle mise à jour. Ramona a disparu de la maison familiale à Alger dans la nuit du 6 mars 1984. C'est une femme noire et elle n'avait que 3 ans au moment de sa disparition. Sa sœur l'a vue monter dans une berline couleur bronze, possiblement une Cadillac, avec un couple plus âgé, décrit comme un homme noir et une femme blanche. Elle n'a jamais été revue depuis. Si elle est toujours en vie, elle aura 42 ans. Si vous avez des informations concernant l'affaire de Ramona, vous pouvez appeler les détectives du 4e district de la police de la Nouvelle-Orléans au 50 4658 6040. L'incendie de l'Upstairs Lounge. Pendant les années 1970, l'Upstairs Lounge était l'un des endroits les plus accueillants pour les personnes LGBTQ. Le bar du 2e étage, situé au 604 rue Iberville, proposait un pianiste, des spectacles et accueillait une clientèle diverse. Des membres de la communauté LGBTQ aux noirs et autres minorités non blanches. Il était également fréquenté par des membres de l'Église communautaire métropolitaine, ou MCC, une dénomination de chrétiens protestants favorable aux LGBT. Le dimanche 24 juin 1973, le club organisait sa traditionnelle offre spéciale de bière qui durait de 17h à 19h et rassemblait environ 110 clients. À la fin de l'événement, de nombreux clients sont partis, laissant environ 60 à 90 personnes sur place. Les survivants de l'incendie rapporteront plus tard qu'ils se souvenaient avoir senti une odeur d'essence à ce moment-là, mais n'y avaient pas prêté attention. Peu avant 20h, la sonnette a retenti. Le barman, un ancien de l'armée de l'air nommé Buddy Rasmussen, a supposé que quelqu'un avait commandé un taxi et a envoyé quelqu'un ouvrir la porte lorsque celle-ci a été ouverte. Cependant, les personnes à l'intérieur du bar ont vu l'escalier en feu et l'odeur de liquide inflammable était forte dans l'air. Le barman Buddy Rasmussen a conduit une vingtaine de clients hors du bar en utilisant la sortie menant au toit, où ils ont pu grimper jusqu'à l'immeuble voisin et se mettre en sécurité. Certains clients ont tenté de s'échapper par les grandes fenêtres du salon malgré la présence de barreaux de sécurité. Pourtant, certaines personnes ont réussi à sortir de cette façon. Luther Boggs, l'homme envoyé par Buddy pour ouvrir la porte, était l'une de ces personnes. Cependant, il a subi des brûlures lors de l'incident et est décédé 16 jours après l'incendie, ayant reçu des brûlures au 3e degré sur 50% de son corps. Les pompiers ont eu du mal à atteindre les lieux, bloqués par des voitures et la circulation piétonne, mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pu maîtriser l'incendie rapidement. Le feu a duré 16 minutes. Il est à noter que le bar n'était pas équipé des mesures de sécurité appropriées en cas d'incendie. La sortie de secours n'était pas signalée et les fenêtres avaient des barreaux, comme déjà mentionné, sans précision sur leur disposition. Mais la porte par laquelle Buddy et 20 clients se sont échappés s'est verrouillée peu de temps après leur sortie, empêchant les autres clients de quitter le bâtiment par cette issue. Au total, 32 personnes sont mortes dans l'incendie, y compris des membres du MCC. Le révérend Bill Larson est mort en essayant de retirer un climatiseur d'une des grandes fenêtres lorsqu'une vitre supérieure est tombée sur lui et l'a coincé sur place. Le pasteur adjoint George Mitchell s'est enfui, mais est revenu en comprenant que son partenaire était toujours dans le salon. Ils ont tous deux péri dans les flammes. De retour chez lui, les enfants de George attendaient le retour de leur père, regardant le même film 7 fois de suite pour passer le temps. 28 personnes sont mortes sur les lieux, tandis qu'une est décédée en route vers l'hôpital. 18 personnes ont été blessées, dont 3 sont mortes plus tard de leurs blessures. L'enquête de la police sur l'attaque incendiaire n'a abouti à aucune condamnation. Le principal suspect des forces de l'ordre était un homme nommé Roger Dale Nunes, un client qui avait été expulsé du salon plus tôt dans la soirée après s'être battu avec un autre client. Il a été rapporté que, pendant qu'il était escorté hors des lieux, Roger Dale Nunes a menacé de revenir et de tous vous brûler. Bien que la police ait tenté de l'interroger, sa mâchoire fracturée l'empêchait de répondre, selon les rapports de police. Il a été interrogé de nouveau plus tard. Un témoin a affirmé être entré et sorti du bar pendant les 10 à 20 minutes précédant le début de l'incendie et a déclaré n'avoir vu personne entrer ou sortir du bâtiment. Le témoin, présenté par Nunes, a été jugé stressé par les enquêteurs lors de leur entretien. Pour cette raison, ils ont considéré cette personne comme un menteur. En 1970, 3 ans avant l'incendie, Nunes a été diagnostiqué d'un trouble de conversion. Afin de chercher un traitement pour sa condition, il a passé du temps à visiter de nombreuses cliniques psychiatriques et a été libéré d'un établissement de soins en 1972. Un de ses amis a plus tard déclaré aux enquêteurs qu'il avait avoué à au moins 4 reprises avoir déclenché l'incendie.
Il a déclaré avoir versé du roncenol sur les marches du bas puis jeté une allumette. Il avait acheté le liquide dans un Walgreens local et affirmait qu'il ne s'attendait pas à ce que tout l'immeuble prenne feu. Nunes n'a cependant jamais été inculpé et s'est suicidé en 1974. L'affaire a été classée en 1980 car les enquêteurs n'avaient aucune autre piste à suivre. Malheureusement, l'horrible événement de l'incendie criminel de l'Upstairs Lounge a reçu très peu de reconnaissance au sein de la communauté locale et au-delà. De nombreux animateurs radio et présentateurs TV ont tourné la tragédie en dérision et les survivants ont refusé de se montrer. Certains blessés dans l'incendie, confrontés à la honte, la stigmatisation et le chômage, ont perdu leur emploi. Un homme a appris sur son lit de mort qu'il avait été renvoyé de son poste d'enseignant. Même les organismes gouvernementaux n'ont pas reconnu le massacre, et la chaîne WUE Channel 8 a rapporté un appel téléphonique anonyme affirmant que le bar avait été incendié par un groupe de justiciers ayant déclaré la guerre aux homosexuels à la Nouvelle-Orléans. Ce prétendu groupe de justiciers affirmait que tous ses membres, plusieurs femmes et 5 hommes, avaient été agressés sexuellement par des membres de la communauté LGBTQ. Le client de 21 ans, Ronnie Rosenthal, ainsi que ses amis, ont été emmenés à la morgue. Le jour de l'incendie, pour aider à identifier les corps, de nombreux clients avaient jeté leur portefeuille hors du feu afin de cacher leur identité. Ronnie se souvient que de nombreux corps n'ont pas été réclamés par leur famille, qui étaient, je cite, « trop honteuses pour récupérer les restes de leurs fils et frères homosexuels », ajoutant « ils ont simplement laissé partir leurs enfants ». C'était la chose la plus horrible. 3 victimes n'ont jamais été identifiées et ont été enterrées dans des fosses communes. En raison de la stigmatisation de l'homosexualité dans les années 1970, les églises ont refusé d'organiser des funérailles et de nombreux salons funéraires ont refusé d'enterrer les corps. Le 1er juillet, l'église méthodiste Uni Saint-Marc a organisé une cérémonie commémorative et une prière pour les victimes, à laquelle ont assisté près de 300 personnes. Des journalistes et des photographes attendaient à l'extérieur pour, je cite, « exposer les membres de la communauté gay encore dans le placard à la Nouvelle-Orléans ». Ceux qui ont assisté à la cérémonie se sont vus proposer une sortie arrière alternative, mais beaucoup ont refusé de l'emprunter, décidant d'affronter les médias et de présenter un front uni pour honorer ceux qui étaient morts dans l'incendie. Jusqu'à la fusillade du Pulse Nightclub en 2016, l'attaque incendiaire du Upstairs Lounge était l'attaque la plus meurtrière contre un club gay de l'histoire des États-Unis. Malgré la gravité de l'événement, il est souvent qualifié de tragédie oubliée. Beaucoup de personnes, même au sein de la communauté LGBTQ+, ignorent cette histoire. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.